bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et en fait c'est très approprié parce que là ce soir ma famille sont dans l'autre pièce en train de regarder Friends, l'émission spectaculaire. Et moi je suis là avec mes friends, mes potes de ce pack. Et donc notamment Charlie Bayer. Salut Charlie. Salut mon ticket, salut Théo. Charlie Bayer, deuxième ligne de son état, victorieux ce dimanche avec son équipe du Massif Central dans laquelle il joue, en équipe B cette fois-ci, parce que peut-être le match que je vous avais évoqué, mes 10 minutes de passer à poirer sur le terrain et à sortir sur jaune n'ont apparemment pas plu au coach, étrangement. Donc je suis repassé en B, on a mis 74 pions à Fanny, à Pithiviers, que je salue, parce que ça fait un petit moment qu'on s'affronte en Fédéral 3 ensemble, et c'est pas évident des saisons comme ça, et je leur fais un salut bien chaleureux. Mais 74-0, Charlie, c'est un score de Britannique, ça? Un peu, on l'a fait à la Qui laisse les adversaires à 0? Il y a que les Britanniques pour ça, Charlie. Reprends-toi. Reprends-toi. Mais c'est mon côté saxon un peu, tu vois. Ouais, voilà. Alors le deuxième voix, c'est la deuxième ligne, c'est Théodore de Saramis. Salut mon Théo. Mais salut mon TK, moi aussi je suis absolument enchanté d'être là. Comme toujours avec vous, et comme tous les week-ends, je n'ai pas joué au rugby contrairement à Charlie. Voilà, tout ça, c'est du passé. Et ce week-end, en fait, c'était pas ton équipe de Cincinnati Bengals qui a gagné le Super Bowl, mais non, c'est l'autre équipe, c'est des Kansas City Chiefs qui a gagné 38-35 contre les Eagles de Philadelphie. Un score extrêmement serré, donc on dirait le 6 nations, avec des scores serrés entre équipes qui rivalisent, et je note quand même, je te rappelle que les Bengals avaient perdu en finale de conférence contre les Chiefs, seulement 23-20, donc ils sont pas passés loin. Donc on continue d'y croire, et je fais un clin d'œil à mon cousin Jérôme, l'indéfectible fan des Bengals jusqu'à leur retour au sommet de la NFL. On espère un jour. Qu'on leur souhaite. Moi, tout ce que j'ai retenu d'hier, c'est que Rihanna était enceinte. Hein. C'est tout ce que c'est la seule info que j'ai. Baby bump. Oui, donc bien sûr, j'ai pas pu. J'avais une grande journée de travail aujourd'hui, donc j'ai pas pu rester debout jusqu'à 6h du mat pour regarder le match. Mais apparemment, super match, très disputé. Ce qu'il faut dire aussi, c'est le jeune quarterback. Patrick Mahomes, il quand même 2 MVP, 2 victoires de Super Bowl et 2 Super Bowl MVP. Il y a que 2 autres personnes qui l'a fait. Est-ce que vous avez dit qui? À mon avis, il doit y avoir Joe Montana. Yes, bravo. Tom Brady. Wow, les mecs, je suis hyper impressionné. Bravo. On est vraiment bon. Franchement, on est bon. Un truc de dingue. Après, Tom Brady, je t'avoue que c'est l'alpha et l'oméga de ma connaissance du football américain. Tu vois, donc. Non, et pour nos écouteurs, c'est très important de vous dire que ce quiz n'était pas truqué, Thierry. Oui, vraiment, dis-le, promets-le. Je suis son mot. Et il y avait aussi un Français qui a joué pendant le Super Bowl. C'est un offensive line, c'est des positions que moi j'ai joué. Il s'appelle Lucas Niang, en fait, qui a joué pour Kansas City. Donc, bravo à lui. Et j'aimerais bien l'interviewer un de ces quatre, comme on a pu interviewer Richard Tarditz et Philippe Gardon. Oui, alors je précise quand même que Lucas Niang, c'est un Français qui est né à New York, hein. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas. Visiblement, il est tout à fait français néanmoins, mais il est un peu américain sur les bords. Et oui, aussi dans la taille, Théo, parce qu'il est presque aussi grand que toi, mais il pèse plus de 100, je pense, j'ai lu 155 kilos quand même. Ok, bon, j'ai encore un peu de marge du coup. Au FUTUS, il y a vraiment des animaux, hein, quand même. Hein. Alors, c'est quand même important de dire que Lucas Niang, il parle couramment le français, même s'il est né à New York, hein, j'ai essayé de... Mais son père est français, sa mère est ivoirienne, et je lis qu'il est très attaché à ses racines et qu'il porte le drapeau français sur son casque lors du Super Bowl, là. Donc, je sais pas si tu as vu les images, mais a priori, il affiche, en tout cas, fièrement les couleurs de la France. Donc, c'est super sympa de voir un ambassadeur au Super Bowl. C'est superbe. Donc, bravo, Lucas. Il fait ça un petit peu plus que toi, mon Charlie, par rapport à le match l'Allemagne-Géorgie la semaine dernière. Hein, tu t'es un peu évité du sujet. Mais oui, non, c'est de ma faute. Pour les écouteurs, j'ai envoyé un texto à la fin de l'enregistrement pour dire j'ai réussi à éviter de parler du fait que l'Allemagne se soit fait ouvrir en deux
par la Géorgie, mais voilà, bon, c'est dans le tournoi B. En rugby, hein, pas en foot US, on précise. Oui, Ouais, non, exact. rugby. Non. Mais l'Allemagne est forte en foot US. Je crois que c'est la deuxième nation mondiale, d'ailleurs. Mais oui, avant que le docteur Wild vienne poser ses valises à Paris, il faisait beaucoup pour le rugby allemand. Financièrement, hein, notamment, et malheureusement, l'élan qu'il avait apporté n'a pas été concrétisé. L'Allemagne redevient un peu une équipe, elle avait une ascension, mais qui s'est arrêtée un peu trop tôt. Moi, j'ai toujours dit que ça m'allait très bien, parce que si les Allemands, avec les gabarits qu'ils ont, s'y mettaient, ce serait vilain. Mais c'est d'ailleurs... Ce serait les Sudaf de l'Europe. Ce serait infernal. Je pense, mais surtout que c'est un pays très sportif. Enfin, ils sont très portés sur le sport. Et je pense réellement que si c'est comme je disais une des meilleures nations à part les États-Unis au foot américain. Et il y a beaucoup plus de rugby que de foot américain là. Il y a beaucoup plus de foot américain que de rugby là-bas. Et je pense que peut-être par rapport à leur histoire, hein, mais ils ont vraiment accroché au foot US et pas du tout saisi historiquement le rugby. Et je pense que c'est de la faute du foot US que l'Allemagne ne connaît pas le rugby. Bon, il faut dire ils ont un petit chemin à faire quand même. Ils ont perdu 75-12 contre Géorgie. Donc ça, c'est dans le fameux Rugby European Championship, hein, qui est un peu le Six Nations bis, on va dire, où Géorgie, en fait, ils ont gagné 15 fois dans les dernières 17 années. Les deux autres, c'était Roumanie. Pour info, par contre, il y a Portugal qui ont battu Belgique 54-17, par exemple. Bon, voilà, ils ont gagné aussi cette semaine. Donc, à suivre ce Rugby European Championship. Allez, Théo, est-ce que tu peux nous parler du U20, s'il te plaît? Oui, les U20, la compétition continue. Et puis, je dois présenter des excuses parce que j'ai dit une grosse bêtise dans l'enregistrement de la semaine dernière. J'ai dit que les matchs n'étaient pas télévisés. C'est absolument faux. Ils sont sur l'équipe TV. C'est souvent le vendredi soir et c'est des super matchs. J'ai eu la chance de regarder celui qui opposait les Français aux Irlandais. Les Français sont passés à un cheveu de la victoire. Ils ont perdu 33-31. C'était un super match et franchement, je me dis qu'on a aussi de bons joueurs à venir pour les Coupes du Monde 2027 et 2031 parce que on a un super beau réservoir. Donc, l'Irlande a gagné 33-31. L'Écosse a gagné, écoutez bien, 18-17 contre le Pays de Galles. Oula. Donc là, on peut peut-être penser aussi que le Pays de Galles a des raisons d'espérer parce que chez les seniors, c'est moins ça. Et puis, les Anglais ont battu les Italiens 32-25. C'est-à-dire un score tout à fait équilibré, ce qui là aussi donne pour l'équipe d'Italie des petites fenêtres d'espoir et des lumières d'espoir pour des lendemains qui chantent. Donc pour l'instant, l'équipe d'Angleterre est en tête, suivie de l'équipe d'Irlande, de l'équipe de France, et puis derrière Écosse, Italie et Pays de Galles à suivre. Ouais, Théo, tu parles de 2027 parce que je rappelle que d'après tes prédictions, l'ascension de l'équipe de France va jusqu'à une victoire en Coupe du Monde 2023 et 2027. C'est ça que tu nous avais dit. C'est pas une prédiction, c'est un espoir secret. Et c'est une rêve. Possibilité que j'entrevois. C'est différent. Dans les autres 6 nations, on a aussi l'équipe de 40 joueuses pour les femmes qui a été nommée. Il y a beaucoup de noms qu'on connaît, avec quelques nouvelles têtes aussi. Mais certains grands absents, et pour des bonnes raisons, parce que Emily Boulard, Chloé Jacquet et bien sûr l'ouvreuse Caroline Drouin qui se concentrent pour le 7 pour le JO en 2024. Donc c'est assez intéressant qu'ils se préparent déjà pour le JO en 2024. Il faut dire qu'elles ont fait une très belle performance au dernier JO. Donc il y a de quoi rêver à de la médaille et pourquoi pas la plus belle. Donc autant se préparer. Et la dernière Coupe du Monde aussi. Absolument. Dernier truc avant qu'on passe au match, je vous invite, nos chers écouteurs, nos chers auditeurs, d'aller voir sur YouTube un certain Squidge Rugby. Il a fait un vidéo récemment sur l'importance du coup de pied dans le monde de rugby et comment il y a un grand effet dans notre rugby d'aujourd'hui. Et j'ai adoré, c'est en anglais bien sûr, et c'est en anglais qui va assez vite, mais vraiment c'est un vidéo qui vaut la peine, qui explique un peu ce nouveau rugby qu'on est en train de voir et pourquoi le jeu de pied est super important. Et pendant que vous êtes là, les garçons, vous savez quoi? Nous aussi, on est maintenant sur YouTube. Mais oui, bravo mon ticket d'avoir fait ça. Ça va être marrant. Va falloir on va finir par se filmer un jour du coup. Oui, exactement. Un de ces quatre, ça peut être pas mal d'avoir nos petits beaux visages sur l'écran. Ça peut être pas mal. Pour l'instant, c'est juste nos podcasts qui sont retransmis sur YouTube. Et au cas où, si vous avez des copains, des copines qui sont intéressés par le rugby, vous pouvez recommander Pack de potes sur YouTube. Mais tu sais, Thierry, ça peut changer notre vie parce que vis-à-vis de nos enfants, on peut leur dire qu'on est des youtubeurs. Leur regard va peut-être changer sur nous. C'est un peu plus... Ils seront obligés de nous croire maintenant que c'est vrai.
Est-ce que c'est mieux d'être podcasteur? Moi, je suis youtubeur. Ah, c'est intéressant à savoir. Je savais pas qu'il y avait un certain classement de coolitude. Il y a évidemment un classement. Level. La question va venir immédiatement. Vous avez combien d'abonnés, papa? Ah non. Et là, bon, on va être obligé peut-être de garder cette information secrète. Voilà, c'est la première semaine. C'est la première semaine. On compte sur vous, les chers auditeurs. Maintenant, allez, on va passer tout de suite à notre super week-end de rugby. Super week-end, oui et non, mais quand même super week-end de rugby. Avec un sacré match France-Irlande. Allez, on y va tout de suite. Pack de potes, terrain 10. Beaucoup de Français aux armes pour la Marseillaise à Dublin. Ça avance pas beaucoup pour nous, sauf pour Ficou, un certain grand, beau barbu Antonio. On pousse les Verts à la faute et 3-0, merci Ramos. Mais non, merci Ramos pour la prochaine action où on perd le ballon sur nos 5 mètres et on a chaud aux fesses. Le pilier vert porte le ballon, mais il se retrouve avec 3 Français qui ont leurs mains en dessus. On évite l'essai. Pas grave, parce que énorme percée de Keenan, c'est beau quand même, 7-3 pour eux. C'est solide devant chez les Verts, même William C, il n'arrive pas à avoir un impact. Ficou, oui, on perce un tout petit peu, assez pour passer en pénalité, 7-6. On est empêché de partout. Les Irish nous clouent dans notre 22. Sauf que le meilleur marqueur de cette équipe, Damien Penaud, il n'a pas oublié les mains cet après-midi. Il marque une très très belle essai, 13-7. Et puis un autre essai magique et acrobatique d'un mec avec le man bun, Low. Un essai millimétré sur tous les côtés. On va parler après, j'imagine. Mais dans le moment, j'ai dit qu'il serait dommage de ne pas le compter. 13-12. Les Verts sont à nouveau chez nous. On prend un carton jaune assez logique après un plaquage haut de Antonio. C'était chaud avant. Comment ça va être à 14? Essai logique d'un pilier avec un coupe de cheveux de catcher, porteur, 19-13 pour eux. On est chez eux et ils sont chez nous après un énorme counter, mais on tient bon. Et on commence à peser un peu plus dans les impacts. On pousse les Verts à la faute. Ramos nous rajoute 3 points de plus. Contre Irlandais, Ficou au secours et Dupont avec un plaquage The Last of Us. C'est un mini-Hulk ce mec, c'était incroyable. Mais on avance juste après, je lance qui n'a pas attendu le pass de Dupont. Pénalité et les Irish le fait old school, ballon à la main. Bye nous sauve encore un essai, mais il passe le pénalité quand même 22-16. Fin de première mi-temps, moi je suis déjà fatigué en tant que spectateur. Ouais, première mi-temps, vraiment incroyable, hein, un match d'une intensité folle, vraiment à la hauteur du numéro 1 mondial qui affronte le numéro 2 mondial, hein, c'était clairement à la hauteur de l'événement. Ils ont pas fait mentir le world ranking que Théo apprécie tant. Mais juste moi j'avais un petit truc, c'est alors peut-être que c'est le karma, je me suis moqué quand ils sont sortis des vestiaires. Je pense que c'est peut-être pour ça que la défaite, le karma a amené la défaite de l'équipe de France, mais franchement, Sexton, je pense que c'est pas bon de se prendre des coups dans la gueule, hein, parce qu'il a 37 balais, bon, ce qui est déjà pour un rugbyman assez âgé, mais en âge ressenti, il est dans les 50, c'est pas possible, enfin, tu le vois sortir, ça fait un peu peur, quoi. Et deuxième chose, il y a un truc que j'ai émis un vœu pieux, et vraiment, c'est que un jour, peut-être pour cette Coupe du Monde, va savoir, un jour, peut-être, on entendra dans un stade une Marseillaise synchro. Sans écho, parce qu'à chaque fois c'est un bordel son nom, les Français n'ont pas de sens du rythme, c'est foufou. Sinon dans le match, non c'est vrai, il doit y avoir de ça. Mais sinon dans le match à proprement parler, oui pour moi c'était vraiment les Français étaient au rendez-vous, quoi. J'étais vraiment plein d'espoir au début, parce que là on leur avait fait un reproche, bon déjà au niveau de la discipline. Ils ont attendu très longtemps, je pense au moins un quart d'heure avant une première pénalité. Ils étaient beaucoup plus disciplinés, pourtant en ayant des grosses phases défensives. Donc c'était le premier aspect qui moi m'a fait penser qu'ils avaient mis une mise à jour, qu'ils allaient dans le positif. Et la deuxième chose, c'est au niveau du combat. Waouh, c'était pas la même équipe que on a vu la semaine dernière, hein. Clairement, pour moi, Flamand. Bon, on parlera peut-être des joueurs plus tard, mais et sur les ballons portés, les Irlandais aussi n'arrivaient pas trop à se mettre en place. Donc c'est qu'on défendait bien et j'avais vraiment un bel espoir par rapport aux choses qui m'avaient fait douter la semaine dernière. Après, t'as le jaune de Antonio nous a pas aidé. Moi, je l'ai trouvé un peu sévère, mais c'est vrai qu'il est tombé sur l'autre comme on dirait une carte qui sort de la flotte, quoi. Il est arrivé tout droit comme un poisson qui sortait de l'eau. Mais c'était une preuve de l'engagement. Et puis oui, ce sauvetage de Dupont qui était incroyable. Enfin, le mec on en reparlera. Ça fait le tour du monde.
Mais c'est vraiment foufou, ce joueur est incroyable. Donc voilà, moi sortant de cette première mi-temps, j'étais surpris, heureux par la qualité du match qu'on voyait d'abord, parce que même s'il y a un perdant et un gagnant, c'est quand même beau à voir. Et j'étais vraiment très très confiant. Théo, toi, t'étais un petit peu moins. Oui, j'étais un peu moins confiant, notamment parce que, notamment le premier essai qu'on prend, je pense qu'on le prend assez bêtement. Être pris à l'intérieur au ras des regroupements, c'est quand même des fautes qu'on fait plus beaucoup à très haut niveau. Je pense que ça avait l'air d'être quelque chose qui avait été bossé à la vidéo, parce que quand tu vois le pilier qui fait son espèce de feinte de passe extérieure et remise intérieure, ça fait quand même assez téléphoné. Et ça veut dire qu'ils avaient dû constater qu'on sortait assez vite sur les extérieurs dans des défenses au ras comme ça, avec des points de regroupement au centre du terrain. Donc j'ai eu le sentiment que c'était un essai évitable, et je pense que ils vont s'en servir, le staff, pour qu'on en prenne plus de comme ça. Ensuite, l'essai de Penaud, il est magique. Penaud, il est au début de l'action, il fait la passe, Jelonche tarde un peu à la donner, mais il finit par la donner dans le bon tempo avec un poil de chance quand même. Et puis les jambes de Penaud qui font le reste. On l'a beaucoup dit dans ce podcast. On est fou des jambes de ce gamin, quoi. C'est-à-dire que quand il y a un intervalle qui met et qui perce, les mecs, non, au revoir, quoi. Ils ne le revoient pas. C'est absolument génial. La pénalité de Ramos, 47 mètres, elle fait beaucoup de bien. C'est un moment où on se dit, on est vraiment dedans. En plus, on loupe pas les occasions. Après, il va en rater une en deuxième mi-temps qui passe juste devant la barre, ce qui est rare pour lui, qui nous a fait un petit peu mal. Et puis, tu l'as dit, Charlie, le sauvetage de Dupont pourrait faire une émission rien que là-dessus. Il devrait y avoir des détournements, des mêmes. Il aurait pu prendre un paquebot, un char d'assaut léopard, un machin, il l'aurait pris par la chenille, il l'aurait retiré quand même. Cette action, elle est absolument incroyable, parce que l'ailier arrive à 1 mètre de la ligne, il ramasse le ballon, mais 99 fois sur 100, il y a essai. Ouais. C'est absolument incroyable. Et Dupont passe par là, il te le chope à la Teddy Riner qui met les mains sur le kimono, et direction marche arrière. Mais c'était absolument dément. Rien que cette action-là, elle valait la mi-temps. Il arrive pas à l'opposé, quoi. Il arrive sur le côté. Il y a pas sa force de vitesse. Enfin, c'est incroyable. C'est complètement saisissant. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vu une mi-temps hyper engagée. Il y a eu quand même pas mal de ballons tombés et de déchets de part et d'autre, avec des ballons qui n'arrivent pas dans des passes fluides, etc. Je pense qu'on se rend pas compte de l'impact physique qu'il y a eu sur la confrontation de ces deux équipes. Effectivement, le carton d'Antonio, il est un petit peu, peut-être un peu sévère, mais en même temps, avec les arbitrages maintenant qu'il y a, parfois t'as rouge, et en fait, on sait plus trop. La responsabilité, encore une fois, des défenseurs, c'est d'être responsable de la santé des attaquants. Il doit plus se baisser que ça, c'est sa responsabilité. Donc rien à dire. Voilà. Moi, à cette mi-temps, je me dis, on tourne à 16-22, avec effectivement un ou deux essais, parce qu'il y en a après en deuxième mi-temps, sauvés avec des Irlandais qui passent la ligne. Ils passent quand même la ligne sur le match au moins 4 fois, avec des joueurs en dessous. Ça révèle la force de la défense. Ça révèle aussi qu'ils sont quand même beaucoup dominés territorialement. Donc moi, j'étais pas très serein à la mi-temps. Bon, pour moi, ça serait sympa si quelqu'un peut faire un mime, tu vois, avec Dupont qui chope le gars, et après tu entends le gros truc mip, 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 tu vois, une voiture qui se recule. Allez, on va passer direct au deuxième mi-temps. Nos plaquages, je trouve, ils font un peu plus mal, mais les Irish, quand même, ils ont besoin d'un seul passe à l'eau pour être dangereux. Le passe par, d'ailleurs, un deuxième ligne. Le jeune Dumortier nous sort du danger. Super contre-rock par nous. Damien Penaud, il slalom dans les 22 verts, temps fort pour nous. Flamand encore qui perce avec un passe de ouf pour Dupont. On joue plutôt bien pendant les 10 minutes là. On évite ce fameux passeuse à vise. Sauf que il y a pas de points, et il y a un super 50-22 de Keenan. On évite l'essai, mais il passe quand même 3 points. C'est alors compliqué à 60 minutes. Gros relancé de Ramos. Les Irish sont là en défense, avec une défense de ouf. Le seul truc qui passe, c'est un drop. Oui, pourquoi pas. 25-19. Entrée Jalibert, j'aimerais bien voir la même chose que la semaine dernière. 10 minutes à la fin, c'est le feu à Dublin. Et nous, on est fatigués. La machine verte commence à rouler sur nous pendant quelques minutes avant que Ringrose marque un très joli essai, 32-19. Impossible, ce n'est pas français, mais c'est quand même dans le petit de la Russe. Occasion de Dupont, mais la chance ne sourit pas sur nous.
L'essai de l'honneur, non plus. On n'était pas mauvais, ils étaient juste meilleurs. Bravo aux Irish pour une victoire bien méritée, 32-19. Oui, là où je suis d'accord avec toi, c'est que je trouve que c'est une victoire qui est méritée. Ça aurait pu basculer parce que finalement, on prend des essais un peu sur des faits de jeu. L'essai de l'eau, on l'a beaucoup dit, il y a eu les contre-photos de machin. Je suis d'accord pour la beauté du geste, c'est bien qu'il soit accordé, mais néanmoins cet essai n'y est pas. Et c'est toujours un petit peu énervant quand c'est des Britanniques qui arbitrent que bizarrement ils aient pas vu la photo avec l'angle. Moi j'étais avec mon fils et après j'en ai reparlé avec des copains qui sont persuadés qu'il y a un complot britannique. Donc honnêtement, il faut qu'ils arrêtent les arbitres vidéo de faire des erreurs comme ça parce que c'est pas la peine de mettre la vidéo pour accorder des essais qui n'y sont pas. Ça m'énerve. Moi je crois pas à la théorie du complot, mais c'est quand même très énervant. Et juste par rapport à ce point-là, Théo, c'est assez marrant parce que moi qui ai un petit peu de recul par rapport à vous, c'est assez fréquent. Je trouve que France 2, ils font un super travail de pas montrer le truc où il y a un faute d'un Français. Tu vois, ça m'arrive assez souvent de dire ah tiens merci. Je pense que j'ai dit dans une émission récente. Merci. Mais si c'est vrai, c'est triste parce que normalement tout ça c'est quand même professionnel. On devrait arriver à être impartial quand on est réalisateur. Ou peut-être c'est juste nous qui projectent ça sur les équipes. Non mais je pense qu'on projette un peu. Moi, je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a de ça quand même de pas montrer. Alors moi, pareil, je suis un peu de ton avis, Théo. C'est pour moi, enfin, ils ont franchi 7 fois les Irlandais. Il y a un moment, c'est pas. Je pense pas que ce soit sur cette action qu'on soit. Et puis bon, j'ai toujours dit, je l'avais déjà dit une autre fois, il me semble que pour un France-Angleterre avec un essai. Si t'en es à calculer un millimètre, un poil de cul pour savoir s'il y a l'essai ou pas, c'est que en vrai, mon pote, ta défense, elle a été transpercée. Oui, on n'y est plus quoi. Mais c'est vrai que ce qui m'agace, c'est que les réalisateurs aient un tel impact en fait. Je trouve ça nul que quelqu'un qui soit même pas sur le terrain ait autant d'impact sur la décision d'un jeu. C'est un peu dur à encaisser. Ensuite, on prend l'essai qu'on prend de Ringrose, c'est des essais qu'on prenait plus avec cette équipe de France. Il y a quand même 2 défaillances sur la défense sur l'homme quand Ringrose va marquer. C'est vraiment dommage de prendre ces essais-là. Et de ce point de vue-là, la victoire des Irlandais, elle est tout à fait méritée. D'autant que Sexton sort à la 48e. Il avait mal à la cuisse ou à la jambe ou je sais plus quoi. Donc, il est sorti à un moment où on avait fait un bon début de deuxième mi-temps, on avait un petit peu des raisons d'y croire quand même. J'ai adoré le match de Keenan, qui a été aussi bon au pied qu'en attaque qu'en défense. À un moment, il te prend Dupont, c'est chaud, juste avant son 50-22, il fait quand même des gestes de défense quand même exceptionnels. Et côté français, moi, j'ai halluciné du match de Thibaut Flament, mais halluciné, il fait un match exceptionnel. Il a dû toucher 15 ballons. Il a plaqué 25 adversaires. Il a avancé très souvent alors que c'est pas un joueur qui a un gabarit énorme. Il est athlétique et grand, mais c'est pas un énorme bulldozer. Et franchement, je l'ai trouvé absolument exceptionnel. En revanche, on voit bien que Willem C est en retour à la compétition et qu'il était un petit peu en dedans. Je te rejoins sur Flament. Je voulais juste dire un petit coucou à Baye parce que quand même, je pense qu'il y avait 3 fois où lui il se retrouve en dessous, en dessous le ballon. Il s'est beaucoup donné de lui-même. Je pense ça doit être travaillé à l'entraînement, c'est pas possible. Ah ouais, grave. Mais je pense au minimum 3 essais évités parce qu'il avait réussi à mettre les pattes ou la cuisse entre le ballon et le terre. Donc merci à lui quand même parce que ça serait moche si on ajoutait 21 points de plus quand même. Moi aussi très impressionné par Thibaut Flament. Et de manière plus générale, j'ai trouvé que c'était aussi un peu les limites je trouvais que ce match reflétait un peu les limites de notre volonté, de notre désir de jouer, c'est qu'on relançait de partout tout le temps. Les Irlandais ont réussi à mieux occuper le terrain avec le pied. Et je pense qu'on a gagné. C'est vrai que c'est un jeu plaisant, hein, le French Flair relance de partout, un peu foutraque et on fait n'importe quoi et on repart. Mais je pense que ça montre ses limites face à une équipe aussi chirurgicale que peut être l'Irlande, quoi. Oui, moi, en réfléchissant un petit peu après au match, j'ai trouvé que on a confirmé beaucoup de choses et je trouve que l'arrivée d'Ethan Dumortier, c'est quand même super intéressant. En l'absence de Gabin Villière, on a trouvé un gamin qui sort quand même un peu de nulle part, qui a fait un sacré match avec un sacré culot, qui a vraiment pas eu peur ni de l'événement ni des adversaires. En revanche, je suis un peu préoccupé par Romain Ntamak que j'ai pas trouvé extraordinaire, ou en tout cas
peut-être juste normal, et après tout, on peut peut-être lui accorder d'avoir le droit d'être juste normal de temps en temps. Et les centres, je suis toujours inquiet sur ce centre du terrain, et je pense qu'on n'a pas du tout, pour l'instant, remplacé un équivalent de Danty ni de Vakatawa. Faut pas oublier que ces deux centres-là, qui étaient des garçons exceptionnels l'année dernière, on en est un peu orphelin au centre du terrain, et Fickou a beau se démener, il avance un peu, mais il n'a pas la deuxième lame, et je trouve que Moefana, de ce point de vue-là, n'est pas au rendez-vous sur ces 2 premiers matchs du tournoi. Je pense qu'il peut l'être, il peut le devenir, mais pour moi, on est orphelin de ces centres. C'est ce qu'on craignait un peu, et je trouve que c'est quelque chose qu'il va falloir traiter dans la perspective de la Coupe du Monde, parce que une équipe ne peut pas être championne du monde sans un grand centre du terrain. Voilà, et ça, j'en suis vraiment convaincu. Ouais, je suis assez pour le centre, oui, clairement, on est orphelin de. Mais quand tu parlais de Dumortier aussi, je suis assez d'accord avec toi. Il m'a vraiment impressionné, du culot, de la chance. Il a vraiment saisi sa chance, parce qu'on pensait s'offrir de l'absence de Gabin Villiers, et je trouve qu'il a vraiment su saisir sa chance. Après, moi, c'est un truc avec les ailiers, c'est que j'ai l'impression que souvent les premiers matchs des ailiers, je sais pas s'il y a le facteur chance inconnu ou quoi, mais ils font forte impression. Et après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi le faire durer parce que là, il y a l'effet surprise aussi. On découvre ce mec. Il est pas connu pour l'instant, c'est vrai. Exactement. Ouais. Donc on va voir ce que ça donne sur la durée. Mais oui, bonne pioche en tout cas. Et puis Jelonche, encore un match plein en défense, vraiment vraiment très très costaud. Et un petit coup de moins bien, j'ai trouvé, pour Grégory Aldrit, qui a peu avancé, moins avancé que d'habitude, mais il nous a habitués à de telles stats que on croit qu'on peut traverser le terrain comme ça contre la première équipe du monde, comme il fait souvent. Ça prouve que c'est pas si simple. Remise en question, certainement. Doute sur le bonhomme, certainement pas. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que sur un match comme ça, si c'est en quart de finale de la Coupe du Monde, on attend plus de lui. Ouais. En revanche, son vis-à-vis, Doris, que je connaissais pas, a fait un sacré match. Il a été élu homme du match d'ailleurs, et lui, il a avancé. Bon, pour moi, j'aimerais bien juste finir sur un mot sur Dupont, parce que il me fait beaucoup penser à un joueur de basket. En basket, on sait, c'est un Stars League. Il y a un star sur chaque équipe, le star qui prend le ballon et il fait tout pour gagner ce match. Et pour moi, ce mec, il a juste un mental de dingue, et ça se voit d'ici jusqu'à Dublin, comment il a cette personnalité que moi, j'ai envie de gagner. Ok, on gagne pas en tant qu'équipe, je prends le ballon et je vais faire en sorte que on va vers l'avant. Et dans tous les secteurs du jeu, c'est juste un mec incroyable. Je suis tellement content de l'avoir sur notre équipe. C'est un truc de dingue. C'est absolument génial. Et d'ailleurs, la presse étrangère ne s'y est pas trompée. Ils ont dit qu'il a fait un match dantesque, qu'on ait perdu ou pas, on s'en fout complètement. Et on sait très bien que quand on a un joueur comme ça dans une équipe, il peut tout arriver. C'est vraiment absolument fantastique. C'était un match d'une énorme intensité. Je pense qu'Antoine Dupont a fini sur les rotules. D'ailleurs, il a raté un petit jeu au pied à la fin. Il était moins dedans à la fin, mais il n'a pas été remplacé. Il a fait les 80 minutes. C'est un match où il y a eu 46 minutes de temps effectif. C'est ce que j'ai lu. C'est-à-dire 8 minutes de plus que la moyenne des matchs du tournoi l'année dernière. Donc, c'est énorme, en fait. Il faut se rendre compte que du point de vue de l'intensité, je pense, et de l'épuisement, c'est des matchs qui comptent, qui marquent. Et quelque part, qu'on l'ait perdu, ça nous donne tellement de travail et de choses à bosser pour aller les battre en quart de finale. On se l'était dit, peut-être c'est un mal pour un bien si on perd. Allons-y comme ça, c'est un mal pour un bien. On a perdu contre eux, maintenant on les a dans le viseur, et la prochaine fois on les tape. Ouais, normalement, je trouve que la France, vous aimez bien être pas la favori, plutôt dans l'autre sens. Donc, ça sent bien pour le reste. Underdog. Ouais, the underdog. Ouais. Et oui, pour finir sur Dupont, oui, c'est intéressant parce qu'il n'avait pas fait le press après, parce qu'il était complètement épuisé. Et c'est intéressant parce que, oui, j'ai entendu ça. Je dis, ouais, it's okay. Don't worry, man. Vas-y, récoupe-toi bien. Et je pense que tout le monde a vu sur le terrain qu'il a tout donné. Donc, on va pas le rapprocher de pas être là pour parler au microphone, quoi. Donc, bravo quand même à lui pour ce match. Et juste cette ténacité que j'adore. Et vous savez, je suis américain, donc il faut toujours finir sur une bonne note. On a eu moins de pénalités que la semaine dernière. Voilà. Beaucoup moins. Ils ont fait un super travail entre les 2 semaines. Et si on avait eu autant de pénalités que la semaine dernière, on aurait pris 50 points. Ça, c'est très clair.
Allez, on passe à l'Écosse-Pays de Galles. Moi, j'ai regardé ça sur le replay de France TV. Tout ça pour dire, la Flower of Scotland, on ne saute pas. Hein, il faut le regarder chaque fois, c'est juste superbe. Et ce match-là, c'est sans le Alwyn Jones. Donc, j'étais très surpris, les Gallois. Ça démarre avec du smash mouth rugby pendant les premières minutes, très costaud, très fort. Hugh Jones sur l'Écosse, c'est un nom qu'on devrait connaître quand même, course de 60 mètres. L'attaque écossaise est quand même bien sympa à regarder. Pierre Schumann, c'est un autre nom qu'on devrait connaître côté Écosse, 6-0 pour l'instant. Petite opportunité pour les Rouges, mais Biggar rate la pénalité. Stein n'était pas loin à 28 minutes et c'est le talonneur qui l'a fait, Turner. Et puis, c'est le talonneur rouge qui marque Owens et il profite d'un carton jaune. À 40 minutes, ils ont presque mis un autre essai, mais le premier mi-temps finit 13-7 pour l'Écosse. Deuxième mi-temps démarre, Finn Russell est vraiment en forme, mais Stuart Hogg n'est plus là suite à un protocole de commotion. Schumann fait un cravate direct des années 80. Gros percé de Kinghorn avec un 50-22 de Russell qui suit, des opportunités, mais on avance juste avant l'embut. Kinghorn et Stein va très très vite dans le couloir gauche et oulala, le sistera de Russell pour Van der Mel, c'est du champagne rugby quand même, c'est très très beau. En parlant de très beau, après ça, un coup de pied transversal pour Stein, 25-7 à 58 minutes. Et tiens, côté Pays de Galles, je vois la tête rouge de Patchell qui remplace Biggar. Ça fait longtemps on n'a pas vu ce monsieur. Les Rouges ont un peu le ballon, mais les Écossais ne sont pas très généreux. Ils ne donnent aucun point pour l'instant. Les arrières écossais sont juste déchaînés. Petit coup de pied par Van der Mel qui donne à Kinghorn qui marque un essai qu'il a bien mérité. Encore un autre essai par Fagerson, passe par Russell encore. Tout allait très bien pour les Écossais qui ont bien tapé sur leur petit frère les Gallois. 35-7. Que dire ? À part qu'on a de la peine pour les Gallois, parce que les matchs s'enchaînent, ils semblent promis... là, ils nous font des scores à l'italienne d'il y a 5 ans. C'est-à-dire, ils n'existent pas à domicile, ils prennent 30 points la semaine d'après à l'extérieur à Murrayfield, etc. C'est la descente aux enfers pour cette équipe. Voilà, on a bien vu la semaine dernière avec la victoire des Écossais en Angleterre que cette équipe avait des raisons de croire en elle. On voit avec ce deuxième succès en 2 matchs qu'elle a aussi, on va dire, de la constance et une envie de confirmer qui se traduit dans les actes. Donc ça devient étonnant. Avec 2 matchs, 2 victoires, finalement c'est le Écosse-Irlande qui va être le sommet du tournoi bientôt, puisque ce sont les 2 équipes invaincues. Et bon, c'est inattendu, c'est sympa, et peut-être maintenant qu'on a perdu, on peut se dire une de ces équipes-là peut faire le Grand Chelem, et qu'est-ce que ce serait chouette. Espérons que c'est pas l'Écosse parce que c'est nous. Nous, on va être contre eux d'ici 2 semaines. Donc, oui, mais on s'en fout, le tournoi il est perdu, Thierry. Donc, d'une certaine manière, même si on peut encore le gagner, mais on avait le Grand Chelem. Pessimism. What is all this? What is going on? Non, mais on avait le Grand Chelem en poche. Maintenant qu'on a perdu un match, être 2e, 3e ou 1er, on s'en fout. Ouais, mais ce qui est important. Non, il faut pas lâcher la première signe de défaite, le premier signe de difficulté. On lâche pas tout, Théo. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas non plus forcément de cet avis. On a encore des chances de victoire. J'ai envie de voir peut-être l'Écosse peut battre l'Irlande et se faire battre par l'Angleterre, j'en sais rien, tu vois, ça peut être se faire battre par nous surtout. Oui, aussi, bien évidemment. Mais non, on a nos chances. Je trouve que pour moi, il faut encore se défendre crânement et grand chelem ou pas, une victoire dans le tournoi reste une victoire dans le tournoi. Mais par rapport au match en question, je trouvais que les 2 équipes ont vraiment confirmé ce qu'on s'était dit la semaine dernière à leurs propos, en fait. Parce que les Gallois, voilà, quoi, c'est les mêmes déficits que la dernière fois, c'est qu'il n'y a pas de renouveau dans cette équipe. Il manque de jeunes qui viennent frapper à la porte. C'est compliqué, c'est un peu dur de les voir comme ça, mais ma foi, c'est cyclique le rugby, espérons qu'ils reviennent meilleurs un jour. Et les Écossais, oui, vraiment, je crois que 2 victoires de rang, c'est assez exceptionnel chez eux. J'avais pas regardé les stats, mais il me semble que 2 victoires de rang dans le tournoi, c'est un truc qui leur est pas arrivé depuis un long moment. Donc je suis assez content pour ces Écossais, que ça fait quelques années qu'on regarde avec beaucoup de sympathie et d'envie. Ils jouent bien, ils sont. Moi, pour moi, ce match a confirmé ce qu'on pensait des 2 équipes, et l'équipe de l'Écosse a beaucoup de sympathie de ma part.
Et j'ai hâte de les voir rencontrer la France, en espérant une victoire de la France, évidemment, mais en étant assuré de voir du beau jeu. Ce qui est un peu inquiétant pour les Gallois, c'est qu'ils vont pas trouver les joueurs dans les 10 jours qui viennent. Ah oui, c'est sûr, ni dans l'année qui vient. Donc c'est inquiétant. Je rappelle, on l'avait déjà dit, c'est un tout petit pays. Le Pays de Galles, c'est plus petit que la Bretagne. Hein. Donc, même si le rugby est évidemment célèbre là-bas, ils ont un réservoir de joueurs qui est petit. Donc, voilà, j'espère que ça va pas être une descente aux enfers prolongée. Voilà, c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter en tout cas. Peut-être il peut juste choper n'importe qui s'appelle Jones ou Williams de n'importe quel pays et donner le passeport. On sait pas. Thomas aussi. Moi, franchement, ce match, il était franchement vraiment agréable à regarder. J'ai trouvé que les Écossais étaient quand même un peu chanceux. Donc, en fait, tout allait bien chez eux. Presque tout a fonctionné. C'était assez quand même incroyable. Il y avait quelques trucs ratés, ok, mais vraiment super agréable parce qu'en fait, tu vois le truc que tu fais 5 passes et en fait, t'as deux ailiers qui courent comme des balles, wham, et qui gagnent 30 mètres à le coup comme ça. C'est quand même sympa à voir ce genre de truc. Oui, et avant, c'est aussi le fait des équipes en confiance, Thierry. Ah oui, mais avant qu'on aimait, c'était parce que c'était gros bof qui poussait, qui plaquait fort et tout ça. On aimait beaucoup ça. Maintenant, ils ont ce côté-là de leur jeu, oui, mais aussi ils ont un côté qui va vite et c'est hyper agréable. En fait, Théo, j'avais une question pour toi parce que Finn Russell, quand même, il crève l'écran, surtout dans ce match-là. Est-ce qu'il est aussi fort chez le Racing ou est-ce que là, vraiment sur le côté international, il monte en cran? Souvent, il y a des joueurs britanniques, quand ils sont venus au Racing, on leur a reproché de préférer la sélection. C'était vraiment le cas de Johnny Sexton quand il a joué au Racing, où souvent il était bizarrement blessé un peu avant le tournoi, etc. Puis il cassait la baraque au tournoi. On peut pas dire ça de Finn Russell, qui est un mec qui est à l'ancienne pour moi. C'est-à-dire que il a l'amour du maillot qu'il met. Il est venu, quand ils ont joué contre La Rochelle, c'était juste avant le tournoi, il est revenu faire le match. Il aurait très bien pu ne pas revenir pour défendre les couleurs de son club. Il a les défauts de ses qualités en club comme en sélection. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a peu de qualité physique et donc qui, pour faire la différence, est obligé d'avoir des audaces techniques avec des passes souvent très à plat, avec des jeux au pied audacieux, etc. Et parfois, ça se retourne contre lui. Il est quand même assez souvent intercepté par les défenses adverses, mais c'est pas moins vrai avec l'Écosse qu'avec le Racing. Donc moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup et en plus, ce que j'adore chez lui, c'est qu'il a pas un physique de joueur de rugby moderne. Il a presque un petit bide, on dirait un mec qui joue en Fédéral 2 ou 3, quoi. Je trouve le disque a du talent et machin. Ouais, et qui boit des canons après, etc. Et il est comme ça, Finn Russell, c'est incroyable. Des joueurs avec son allure physique à très haut niveau, il y en a presque plus. C'est étonnant et je l'adore encore plus pour ça. Ouais, bon, écoute, on l'abrace, le Finn Russell, et vraiment, c'est super agréable. Et bon, on va parler après de le match qui va être pour nous en 2 semaines. On passe maintenant à Angleterre-Italie. Un peu moins d'émotion chez les Italiens que la semaine dernière à Rome. Marcus Smith est sur le banc. C'est pour offrir les commandes complètement à Owen Farrell. Henry Slade est de retour au centre et Itoje, il démarre le match assez bien. Les Anglais nous fait attendre 3 minutes avant le premier essai. Touché, grosse poussée et premier essai marqué par le numéro 7, Jack Willis, qui a un coupe de cheveux qui manque d'imagination. Les Anglais sont fâchés et ça se voit. Leur défense fait reculer les Italiens 30 mètres. 26 minutes, 3 penalty touches à la suite dans les 22 des Italiens. Carton jaune logique et essai logique. C'est le deuxième ligne roue Gérassi. C'est Chesham qui a plutôt bien joué la semaine dernière. Il marque son essai 14-0. À 34 minutes, Padovani sauve un essai pour les Italiens pour la deuxième fois du match. Et malin et très malin dans cette situation, mais son troisième essai est annulé. Pas grave parce qu'encore penalty touche à nouveau, grosse poussée des avants et encore un autre essai, cette fois-ci par Eddie George ou un autre George. L'attaque anglaise est comme leur nourriture, efficace mais fade. 19-0. Deuxième mi-temps, les Italiens commencent très bien, ils avancent ballon en main et un essai pour le pilier, 19-7. Les Anglais sont très vite fait un retour et boum, Farrell est atterrissé par Negroni et tu sens un peu de bad blood entre les deux, ça chauffe un tout petit peu et presque un vrai général est presque parti là. Les Italiens ont retrouvé des émotions qui leur ont manqué avant. Les roses saignent rouge mais ils restent réalistes. Et oh,
surprise, Penaltouche essaye, 26-7. Le ballon échange de main, Padovani sauve un autre essai, et puis Onge fait le même. Et puis, grosse contre-attaque italienne, Cappuccino sur le gauche et Lemoncello sur la droite. Essai pour les Italiens, 26-19. On a un match car les Italiens jouent beaucoup ballon en main, un peu comme le Samoa ou le Fidji. Les percées des troisième lignes, un passe de pied transversal pour des deuxièmes lignes, c'est du fun. Mais le stade à Twickenham reste sans émotion jusqu'à la dernière essai anglaise de la match, 31-14. Les Italiens jouent jusqu'au bout avec beaucoup d'énergie et panache. Mais on va finir là, victoire logique des Anglais, mais avec un bon bouffée d'air frais de la Méditerranée. Oui, c'était un match avec le 19-0 à la mi-temps, le suspense était un peu tué. Moi, je pensais que les Italiens risquaient de prendre peut-être un peu plus cher parce que eux auraient été en confiance dans le cadre d'une bonne série, d'un assez bon match qu'ils venaient de faire contre les Français, et les Anglais très vexés d'avoir perdu à domicile contre les Écossais. Donc voilà, in fine, on va dire que la logique est respectée. Et que bon, comme beaucoup de ces matchs, quand le large est pris assez vite par une des équipes, sauf scénario extraordinaire comme il y a 2 ans, Écosse-Angleterre, où il y avait eu 40 points en première mi-temps et 40 dans l'autre sens en deuxième, c'est malheureusement le suspense fait que le match se transforme assez vite en sieste pour nous. Il y avait de ça. Moi, ce que je note quand même, c'est l'Italie nous avait habitués pendant au moins une décennie à craquer à l'heure de jeu, quoi, à réussir à tenir leur match au début et après la fatigue et là, c'était étrangement l'inverse, quoi. Ils se sont réveillés à la fin. Enfin, c'était quand même leurs essais sont vraiment pas dégueulasses, hein, aussi. Et voilà, assez étrange, quoi, mais plutôt positif. On disait en début d'émission que le niveau s'harmonisait un peu entre les équipes. On a longtemps pleuré, on a longtemps parlé de l'équipe d'Italie comme on parle en ce moment de l'équipe du Pays de Galles. Enfin, on prenait, certes, c'est vrai, un peu de haut, mais on avait surtout de la peine que cette équipe qui est dans le tournoi depuis 20 ans n'ait pas réussi à évoluer autant qu'on aurait pu le croire. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu leur réveil, quoi. Mais bon, je leur souhaite qu'on parle d'autre chose que de défaites positives un jour. Mais en tout cas, voilà, il y a un truc différent. Il y a quelque chose à changer dans cette équipe. Ah ben franchement, allez regarder juste le deuxième mi-temps de ce match, vous allez rigoler et quand même aller chercher Negroni. Je pense que peut-être il avait un peu de chocolat chaud sur le visage, Owen Farrell, parce que Negroni il a essayé de bien comment dire, il a bien mis les mains dans le visage de Owen Farrell quand même bien quand il était par terre là. Donc je sais pas, vous avez jamais fait ça les gars? Jamais. Nous c'est pas notre style. De déguster un Negroni après le match. après toujours. Non, après. C'est pas moi. Je suis non. Moi, tu clean. sais, c'est ça. Non, mais tout à l'heure, Thierry, tu parlais de l'importance du jeu au pied et de cette émission qu'il faudrait peut-être qu'on regarde sur YouTube. Peut-être pour Charlie, il faut préciser que c'est le jeu au pied dans le ballon. Ah, voilà. Le jeu au pied sur adversaire. D'accord. Bon, bah, ça m'intéresse plus, alors. Voilà. Je me disais, ça a l'air sympa et tout. En fait, non, d'accord. Allez, les garçons, on va parler de la semaine, en 2 semaines, pardon, parce qu'on a une petite semaine de repos. Donc, Italie, qui va être face à Irlande, quand même, ça va être chaud pour eux. La logique nous dit que ça ne devrait pas échapper aux Irlandais. Maintenant, voilà. Les Italiens ont fait quelques exploits récemment. Sait-on jamais? La douce incertitude du sport, c'est ça, mon Théo? C'est ça. Oui, pour moi, enfin, il y a pas grand-chose à dire là-dessus. Je pense que ça va être compliqué pour les Italiens, mais on n'est pas à l'abri de voir de beaux essais. Pays de Galles contre l'Angleterre. Oui, l'Angleterre, je n'ai pas parlé tout à l'heure contre l'Italie, mais bon, je trouve qu'elle a pas proposé un jeu vraiment dingue. Elle était plutôt fade, comme tu le dis si bien, comme leur bouffe. Et du coup là, c'est un peu Pays de Galles, Angleterre, c'est un peu c'est violent ce que je vais dire. Faudrait atténuer un peu, mais un peu le combat des losers, quoi. Enfin, pas à ce point, mais c'est un peu les deux équipes qui impressionnent pas de ce tournoi, quoi, qui se retrouvent l'une face à l'autre. Je mettrais en bon français du Tour de Destination un billet sur le Pays de Galles, bien sûr, déjà parce que je leur souhaite. Parce que je souhaite à l'Angleterre de perdre, évidemment. Mais c'est un peu, voilà, c'est le match surprise. Je pense on va. Ces deux équipes qui doutent.
Oui, voilà. Donc, Voilà, à partir de là, tout est possible. Voilà. Et en tout cas, ça va être à regarder parce que le Millennium Stadium, c'est toujours le Principality Stadium maintenant. C'est un stade qui est magique contre l'ennemi héréditaire anglais, etc. C'est vraiment des matchs à voir. C'est comme Angleterre All Blacks, c'est comme tous ces grands matchs-là, il faut pas les rater. Ouais, ce sont quand même un petit peu le sieste. Hein. Allez, France contre l'Écosse. Ils viennent chez nous, les Écossais. Moi, je suis confiant qu'on va rebondir contre l'Écosse. Ouais, c'est un très gros rendez-vous. Contrairement à ce match en Irlande où, d'une certaine manière, la défaite était permise parce que premier mondial, parce que à l'extérieur, parce que série de 14 matchs sans défaite et qu'à un moment, il faut bien que ça s'arrête, etc. Donc, on voit bien, les journalistes, les fans, les supporters, tout le monde a trouvé toutes les excuses du monde pour cette défaite et personne n'en veut aux Français d'avoir perdu en Irlande. On leur en voudrait considérablement de perdre à domicile. Donc, ils vont avoir une toute autre pression parce que là, la défaite contre l'Écosse à domicile rebattrait les cartes de la suprématie européenne. On veut bien se battre vaguement avec les Irlandais, mais on va pas se mettre aussi à se battre avec les Écossais, non mais il faudrait pas non plus déconner. Donc ce serait un signal extrêmement problématique de perdre contre les Écossais. Donc beaucoup plus de pression pour ce match-là. Bien sûr, je pense qu'ils ont tout pour le gagner, mais ça va être chaud parce que les Écossais, eux, 2 matchs, 2 victoires, ils sont en confiance comme jamais, ils ont rien à perdre. Donc ça va être magnifique et ça va être très chaud. Ouais, je partage aussi ton enthousiasme quant à la beauté du rugby qu'on va voir. En effet, il y a un peu plus de pression quand même sur le dos des Français, mais cette équipe depuis Galtier on est assez confiant dans cette équipe quand même. Hein, donc comme toi, mon ticket, je suis assez confiant pour ce match. Et puis bon, c'est vrai que c'est chez nous et il y a moi, ça me fait un plaisir maintenant de retrouver un stade sur lequel duquel je me suis toujours lamenté. Le Stade de France, c'est un stade froid, loin, plein de courants d'air, c'est nul, c'est moche, les gens sont nuls. Et c'est vrai qu'on l'avait remarqué ensemble, mais depuis quelque temps, la FFR, en vue de la Coupe du Monde qui arrive, essaie de créer une expérience stade. Et c'est vrai que le Stade de France maintenant est plutôt bouillant. Sur les dernières rencontres qu'il y a eu, c'est des beaux moments. C'est redevenu un beau stade où ça chante, où les supporters sont présents, supportent, où il y a vraiment un événementiel autour de ça. Et du coup, je suis ravi de retrouver ce stade et je pense avec une victoire de l'équipe de France. T'as tout à fait raison de souligner ce point, Charlie. L'équipe de France vient de se déplacer 2 fois. Donc là, c'est retour à la maison. On sait qu'au rugby, ça a une grande importance, une grande signification. Il y a eu des tas d'études qui faites là-dessus. Mais pourquoi est-ce qu'au rugby, il y a beaucoup moins de défaites à domicile et il y a eu des théories limite de comportement animalier sur le thème. Ah ouais. Oui, un renard ou un blaireau est beaucoup plus agressif à proximité de son terrier. C'est fou ça. Et en fait, ce sont des comportements de ce type. Donc là aussi, il y a le 16e homme, il y a le fait que on est à la maison, on est à la Piole, et puis on n'a pas du tout l'intention de se faire marcher dessus chez nous. Et c'est vrai que l'équipe de France là va retrouver son public qu'elle a enchanté l'année dernière au Stade de France avec la victoire contre les Anglais, avec la victoire contre les Blacks au mois de novembre. Donc, t'as tout à fait raison, c'est un élément supplémentaire. Ouais, mais je pense que vous avez bien parlé, les gars. J'espère que la France gagne et que l'équipe de l'Écosse, il se perd un peu sur le périphérique. Donc voilà. Sur la 86 plutôt. Voilà, c'est ça. Allez, c'est quand même super. Donc j'ai fini juste avec ça, les garçons. C'est quand même, on vit un beau moment de rugby. Surtout, par exemple, donc imaginez ça. Les numéros 10 qu'on a dans nos 6 nations en ce moment. On a Owen Farrell. Ok, on peut dire ce qu'on veut, mais quand même, c'est un mec extraordinaire. On a Johnny Sexton. On a Finn Russell. On a Dan Biggar, et malheureusement, il joue pas en ce moment, mais quand même Garbassi d'Italie. Et on a Ntamak, juste dans ce poste de 10, c'est un truc de dingue. Et Marcus Smith. Et Marcus Smith, oui. Et Jalibert. Non, mais t'as raison, c'est extraordinaire. Allez les garçons, comme toujours, j'ai pris un bon moment avec vous, c'était un grand plaisir. Moi aussi, c'était la défaite de l'équipe de France est un peu moins douloureuse à vos côtés, les copains. Par rapport à vous, mes chers écouteurs, n'oubliez pas de nous soutenir si vous en avez envie, si vous aimez cette émission, des petits likes sur Facebook, Instagram, ainsi que sur Twitter.
et commentez. Dites-nous ce que vous avez pensé des matchs, ce que vous avez pensé de ce qu'on a pensé des matchs. Une mise en abîme formidable et à très vite. Oui, et Charlie, tu oublies qu'il faut aussi dire qu'on nous aime sur YouTube. Je te rappelle que nous sommes désormais des YouTubeurs. C'est très important pour Thierry et pour moi vis-à-vis de notre réputation personnelle à la maison. C'est vraiment très important. Donc je vous embrasse les gars. Allez, en 2 semaines, tout le monde a 2 semaines. Allez la France, allez les Bleus. Ciao les gars, allez les Bleus. Ciao, ciao.